Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, début de week-end, on va recevoir dans un instant Jacques Davila et Isma Ouganet. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien. Marilène Ferdi sera aussi notre invitée avec Théo Dunoyer, qui est comédien, metteur en scène, animateur d'ateliers de théâtre et responsable de l'association Texte. On va Texte en parole, il sera avec nous. Ensuite, on recevra Jean-Luc Sévigny, vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence, avec Diana Danquin, qui est agro-transformatrice. Et puis, on va terminer avec Robert Laverdio, qui est le porte-parole de KBM. Voilà pour nos invités. Pour le journal, c'est Iman News, comme tous les jours. Bonjour, Iman News. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous verrons l'affaire Cabana Beach. Le verdict sera prévu à la fin du mois concernant cette affaire sur Port-Louis. On parlera aussi d'une nouvelle marque qui est lancée par Cap Excellence, ainsi que du Festival du Gros Cas qui aura lieu bientôt au mois de juillet. Voilà, et on débute tout de suite par une dernière information qu'on vient d'avoir, c'est la conférence de presse du SPL. Alors SPL, c'est pas pour lui, non, c'est pas pour lui. Non, pas pour lui. C'est Semblé pour la Pointe. C'est la nouvelle organisation politique lancée par Jacques Bangou et ses amis. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin. C'est tout chaud, ça vient d'arriver. Focus. Jacques Bangou, pourquoi une conférence de vérité sur les comptes? Parce que, vous l'avez dit, il est question de vérité des chiffres. C'est indispensable pour le citoyen, pour le Pointois, pour les Guadeloupéens, de comprendre quelle est la vérité des chiffres sur les comptes de la ville, d'autant que ça fait l'objet d'un lourd débat, de débat électoral et d'accusations fondées vis-à-vis de moi personnellement, mais également de l'équipe que j'ai dirigée et de la ville de Pointe-à-Pitre d'une manière générale. Donc une vérité sur la réalité des chiffres, non pas celle des chiffres que nous inventons, mais uniquement les chiffres présentés par la CRC. Et c'est important. Et deuxièmement, que cette analyse, elle ne soit pas l'analyse de Jacques Bangou ou d'un de ses amis, mais que ce soit une analyse par un expert. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à un consultant expert de regarder les chiffres produits par la CRC et de nous expliquer ce qui se passe en réalité à travers ces chiffres sur la ville de Pointe-à-Pitre. Et ensuite, à chaque citoyen de s'interroger et d'apporter des réponses aux questions que nous posons. Comment on passe d'un déficit, comment on peut réduire en une année de 45 millions un déficit simplement en changeant l'écriture? C'est tout à fait légal, c'est ce que nous avions nous-mêmes demandé à l'époque mais qu'on nous avait refusé, mais c'est une réalité aujourd'hui, sans aucun apport financier supplémentaire, on supprime 45 millions. Et puis ensuite, deuxième étape, on vend le patrimoine de la ville. Non pas que ce soit illogique en soi, mais nous avons nous-mêmes contribué par la première rénovation urbaine à enrichir le patrimoine de la ville, qu'une partie de ce patrimoine serve à avancer pour aller de l'avant pour le NPNRU. C'est tout à fait normal. Mais en deux opérations comptables, on réduit un déficit de plus de 70 millions pour le réduire aujourd'hui à un chiffre qu'il faut encore établir entre 5 et 10 millions. Donc cette vérité des prix, nous voulions d'elle obligatoirement, cette vérité des chiffres, nous voulions qu'elle soit dite. Ok? Merci. C'est bon. Top. En deux mots, qu'est-ce que l'analyse des chiffres a montré? Alors là, on m'appelait un peu comme consultant finances publiques. Je travaille pour les communes et j'ai des connaissances, comment dirais-je, assez approfondies des fonctionnements des communes. Ce qui était intéressant dans cette commune, c'est qu'on est passé de 76 millions à pratiquement 10 millions en 3 ans. Là, c'est vraiment, il faut leur donner la médaille d'or aux Jeux Olympiques des finances publiques. Donc, j'ai fouillé un petit peu et je vais expliquer pourquoi on est passé de 76 millions à 10 millions en aggravant le déficit des sections de fonctionnement.
et que ça n'a rien à voir avec de la bonne gestion. Voilà, c'est ce qui était dit ce matin à la conférence de presse du nouveau mouvement politique qui s'appelle SPL. Mais à part monde pour lui. Ah non, ce n'est pas la SPL, Solidarité Port-Louisienne. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est semblé pour la presse. C'est semblé pour la presse. Bon, voilà, on passe à autre chose, on revient à nos problèmes. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses cette semaine sur l'eau. Ah, nous aussi. Oui, alors, nous avons entendu élu. Alors, je vous demande des commentaires parce qu'il faut que nous comprenions ce qui est passé. Alors, avant toute chose, une partie vous sera expliquée par mon collègue et ami Ismar. Il ne faut plus que vous cessiez de laisser n'importe qui, fût-il ministre ou secrétaire d'État, vous dire n'importe quoi. Car il s'avère ces jours-ci que monsieur le ministre délégué des départements d'Outre-mer, pages 4 et 5 d'un quotidien, a affirmé des choses émanant de rapports préfectoraux où les éléments aujourd'hui sont contredits par une secrétaire d'État. Or, il s'avère, ce matin, en écoutant les informations, nous apprenons qu'on va nous donner 180 millions pour aller faire la recherche pour la protection de la biodiversité marine, alors qu'on n'était pas fichu de faire une analyse correcte de tous ces bateaux qui mouillent et qui rejettent les eaux grises que je ne cesse de dénoncer et qui faussent sur tout le littoral guadeloupéen, aggravent l'écocide marin. Premièrement. Deuxièmement, on vient nous raconter qu'on va nous donner 1 680 000 € pour faire de la recherche qui, partiellement, on a omis d'oublier qu'il y a plus de 45 ans, la Guadeloupe possédait une usine qui a été démontée, qui se trouvait à Port-Louis, justement, qui s'appelait la Sobag, qui était dirigée par le seul Guadeloupéen toujours qui sort de l'école des techniques du bois supérieur de Mouchard, M. Virgile Mann, le défunt, paix à son âme. Et nous avions résolu le problème des panneaux à partir de la fibre de bagasse. Le problème a été, la recherche n'avait pas été faite assez poussée en cellulose. L'usine a été revendue à Saint-Domingue. Elle fonctionne toujours et est devenue une des usines les plus puissantes de la Caraïbe, avec son antenne à Miami, dirigée par un Guadeloupéen d'origine libanaise, un confrère, un ami, et une usine qui produit des millions de mètres carrés dans tout le nord, le sud des États-Unis et dans la Caraïbe. Faut être sérieux. Donc, on aurait dit qu'on oublie ce que vient de dire M. Benesti. Hein, c'est comme si on se croyait aux Jeux olympiques de la mutation. Quand j'entends dire que nous allons faire 7000 recherches de fuite par an, mais c'est une escroquerie, ça revient à faire 30 fuites par jour de recherche. Quand on vient, on annonce, oui, qu'on mais ça veut dire que nous sommes incapables d'avoir chez nous des gens capables de résoudre des problèmes d'équipression. L'équipression, c'est installer un stabilisateur de pression entre deux tuyaux qui ont des propriétés différentes. Que nous allons faire 170 km de tuyaux par an. Ça veut dire que nous sommes capables de poser 14 km de tuyaux, mais ça veut dire que dans 25 ans, nous serons là avec les mutations parce que les tuyaux qui sont posés ne correspondent pas toujours au nombre d'habitants qui sont sur le réseau. Donc, il y a quelqu'un qui se moque de quelqu'un et nous sommes en train de nous laisser faire. Donc, en ce moment, il faut savoir que nous, maintenant, nous avons de plus que des procès en cours, y compris ceux qui sont en instance. Il faut savoir que vous avez des gens qui ont été condamnés par le parquet national financier dans une recherche des entreprises qui étaient en relation particulière et privilégiée avec la défunte Mme Michaud-Chevry, paix à son âme, le maître de toutes choses verra ce qu'il y a lieu de faire d'elle. Et on se retrouve avec des fonctionnaires qui ont été condamnés avec une interdiction d'exercer dans la fonction publique. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de la détermination. Il y a eu une réunion dernièrement, comme vous en avez parlé vendredi au CGOS à Rivière-Sens. Eh bien, il a été établi qu'il y a au moins une association et un Guadeloupéen qui ont fait une plainte, comme je vous avais dit, personne n'y croyait. Eh bien, je peux vous dire qu'un grand cabinet français a reconnu que la plainte était recevable parce qu'il y avait une constitution de partie civile payée et le Conseil d'État a stipulé, oui, ces gens-là ont payé leur caution n'a pas été rendue, la plainte est recevable et il y a un addenda qui va être fait sur les décisions. Ce n'est pas que de la chlordécone, il y a et autres pesticides qui ont été rajoutés parce qu'il faut vous rappeler, mesdames, messieurs, nous Guadeloupéens, que par exemple,
On a été faire une retenue à Gachette pour lui de 110 hectares, 1 100 000 m² sur un terrain agricole, tout comme celle de l'Éteil, qui est moins importante en surface, à Saint-François, sur des terres où on utilisait un produit qui est à base de chlordécone qui s'appelle le képone pour tuer la fourmi manioc et les poules bois des racines. Donc, les eaux qui sont déposées sur ces retenues, parce que ce ne sont pas des barrages, même si on les appelle ainsi, se retrouvent être polluées et sont formales, parce que vous voyez les tours d'eau, vous recevez les non-potabilités. Alors, de plus en plus, il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont investis pour comprendre les problèmes biologiques, les problèmes chimiques, les problèmes juridiques, administratifs, comptables, budgétaires, financiers. Et aujourd'hui, après plusieurs années de concertation, de recherche, les plaintes ont été déposées et les plaintes, certaines plaintes, surtout la plainte pénale, a été retenue par le parquet local, sans compter les plaintes nationales qui poursuivent, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont une méthode différente. Ce ne sont pas des Welelis Pangalis, mesdames, messieurs, ce sont des gens, je ne cesse de vous le dire, le bruit ne fait pas de bien, car le bien ne fait pas de bruit quand il agit. Donc il faut que vous vous ressaisissiez pour venir conforter tous les gens qui sont en train de se battre. Par exemple, pour votre information, le 1er juillet prochain, rue de la Liberté, devant la mairie de Cap-Haïtien, nous organisons une réunion pour recevoir vos plaintes. Vous venez avec la photocopie recto verso de votre carte d'identité et de votre contrat ou de votre dernière facture, et nous vous donnons à les imprimer pour porter plainte à la constitution de partie civile. L'avocat, nous le prenons en charge, c'est déjà réglé. Vous n'aurez pas d'avocat à payer. Hein? Et je peux vous assurer que c'est un gros gaz. C'est un sous-marin nucléaire qui vient. C'est pas un anticolore de Saint-Ouen. Alors, oui, encore une petite question à leur poser. Là, les briquets autant. C'est ça. Alors, parce que le président Le Spec dit qu'en 2 ans, tout est réglé. Mais non, ça n'est pas possible. Non, autant les coups d'eau, les coups d'eau. Président de quoi? Spec, le SPEAG. Hier, il dit ça. Le machin fantôme, là. Bon, on veut dire que ça, le problème qui posait là, autant dit qu'ils ont condamné, ils font l'ONU, interpeller la France, pas non interpeller, mais il fait une sérieuse mise en garde. Tout à fait. Mais ce qui manifeste ça, c'est effectivement le comité des droits de l'enfant de l'ONU, parce qui interpelle la France, si situation à la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe. Ouais. Parce que ça a ni conséquences il y a du monde. Et encore rappeler qu'en le 28 juillet 2010, il y a une résolution votée sous proposition à la Bolivie. Ils votaient, bon, disons, tenu quelques abstentions, mais pas le monde pas voté contre. La France votait pour, les États-Unis abstenus. Et résolution là a dit que le droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont un droit fondamental de l'être humain qui a intervenir sur tous les autres droits de l'homme. Et effectivement, on base. Pourquoi dire on a droit à la santé, on a droit à l'éducation. Mais si vous ne pouvez pas laver, vous ne pouvez pas ni habiter, qui laisse ça? Laver, oui, non. Donc, et le représentant de Bolivie a dit à l'époque qu'il y a combien de millions de petits monicaments chaque année par instabilité à l'eau. C'est pourquoi, effectivement, ils ont voté bien là ça. Mais ça a des conséquences. Et le comité là a dit la France, effectivement, qu'il est très préoccupé par Jean la France, la pollution à de l'eau en Guadeloupe. Il parlait de Mayotte aussi, mais surtout en Guadeloupe. Pollution à de l'eau, chlordécone, tout ça nous a dénoncé. C'est le fait qu'en l'eau, en Guadeloupe, pas ni de l'eau. Si le problème qu'il y a tout d'eau, c'est compétence de l'eau. Tous les bidons nous ont dénoncé, c'est ça, hein, ça consigne dans ça. Et il a dit, et ça est intéressant, c'est que mais, si ça a des conséquences de ces gens-là, il faut la France réparer et indemniser ces gens-là si les conséquences, si c'est des gens qui les épargnent ça. Et le recommandation avec la France, qu'elle nous a fait tout le temps, il a dit la France comme ça, il faut résoudre le problème avec tout d'eau. Il faut absolument, ça ne peut pas exister, ça. Et en cas de non-distribution de l'eau, il faut assurer une distribution d'eau potable obligatoirement. Il a dit établir des mécanismes garantissant l'abordabilité du service d'eau potable et d'assainissement. Et disons, alors, ça fait en 2000, ça c'est le 2 juin, le comité de la France, le 2 juin, il y a donc un rapport, il publié, il a interviewé la France. Et il a dit effectivement que. Il a dit qu'il faut la France éliminer les interruptions de service, on dit ça, et proposer des solutions d'urgence.
établir un cadre aussi, pour effectivement un cadre dans le plan ODOM, qui prend les dispositions pour faire en sorte que ces problèmes-là qu'on rencontré en Guadeloupe, la disposition doit couper d'eau, arrêter. Ça est très important parce que faut nous comprendre bien que ça semble une situation tout à fait anormale. Parce que là, nous avons dit ça. Problème à de l'eau, problème à l'assainissement. Nous avons expliqué ça. Le fait qu'un monde ne peut pas avoir accès à l'assainissement, il faut dire qu'il faut accès à l'assainissement, il faut y payer des bulletins d'hygiène à Kazaï dans des conditions abordables. Parce qu'en 2010, je devais ça, et puis en 2015, l'ONU revient sur ça, et ils font un texte, il ne devait plus contraigner. Il a dit, ouais, mais le droit de l'homme à l'eau potable doit permettre à chacun d'avoir accès sans discrimination physique à un coût abordable. Il y a toujours qu'à dire un coût abordable. Il a dit aussi, le droit de l'homme à l'assainissement, donc en 2015, c'est le droit de l'homme à l'eau potable et le droit de l'homme à l'assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d'avoir accès physique à un coût abordable à des équipements sanitaires dans tous les domaines de la vie. Comprenons? C'est ça, là où on regarde, par exemple, certains côtés, effectivement, à part une compagnie de l'eau, ni bab, j'ai tenu un rassemblement de vous, toutes ces WC-là, t'es en panne, pas t'es ni de l'eau. C'est ton sel, t'es ni l'eau, moun. Ça, c'est ton relais. Allez, ton relais. Moun parti, pour le repas, pour moun parti, moun passer l'après-midi, pour comprendre bien. Et ça, il y a quelque chose que nous avons expliqué ça en Guadeloupe, c'est un lot de monde qui a perdu l'école là, parce qu'il n'y a pas ni de l'eau. Donc, mais ça fait atteinte aux droits de l'enfant. Parce que si un petit monde ne peut pas aller à l'école, c'est droit à la scolarité, en fait, ou quoi mettre en cause. Vous comprenez? C'est pourquoi. C'est une perturbation globale pour la famille et l'organisation parentale. Et c'est seul côté, aspect que l'ONU peut être contraignant sur la France. Parce qu'effectivement, si les autres, même si on dit droit à l'eau, tout ça, mais on ne peut pas contraigner sur les grands mondes. Parce que les résolutions de l'ONU, l'ONU sont un problème lui-même, c'est qu'à fois peu moins, les résolutions de l'ONU, par exemple, ils prennent en Assemblée générale, eh bien, il n'est pas contraignant. Seul on a une résolution qui est adoptée au Conseil de sécurité qui est contraignant sur les États. Or, on ne peut pas prendre une résolution qui est contraignant sur les Américains. Ils disent droit de voter sur la France, etc. Vous comprenez? Mais les petits pays, c'est pourquoi l'ONU sont un butin qui est tout à fait pas juste. Puisque l'Assemblée nationale des Nations Unies unit tous les États. C'est là qu'il est au pouvoir. Toute une résolution à penser Israël, la Assemblée générale, pour ne pas faire appliquer, parce qu'il n'est pas contraignant. Alors, si vous venez attaquer Israël au Conseil de sécurité, qu'est-ce qui arrive? Mais non, l'Amérique a bloqué. Toutes les résolutions ont bloqué, il a mis le droit de veto. Il y a le droit de veto, comme la Russie. Comme la Russie, comme la Chine, comme la France, comme l'Angleterre. Donc, ça veut dire que, mais par contre, concernant les droits de l'enfant, ça pas même bien là, parce que c'est un bien qui est accepté et qui, à un niveau plus général, et la France signée. On peut attaquer la France à un juriste, parce qu'il est concerné par ça. Alors, pour compléter ce que vient de dire Ismar, je vous informe que dans la semaine depuis le 2, la motion prise aux Nations Unies par la Commission de défense des droits de l'enfance a été reprise par le représentant des DOM à la Commission économique européenne. Et la Commission a décidé de sanctionner la France. Et le 29, elle tient une réunion à la Martinique avec le président de la Commission européenne. Et comme la France a déjà plein d'antécédents dans plein des domaines, dont celui de la pêche, où elle n'a pas fourni en temps et en heure des trucs. La France n'a pas consommé, mesdames, messieurs, le fameux POSEI qui doit s'arrêter prochainement et qui concerne la politique agricole commune où nous avons du retard. Donc nous nous trouvons dans des situations quasiment impossibles. Et le 29, la présidente de la Commission économique européenne vient et soulève les problèmes d'eau et d'assainissement, et donc induit sur l'environnement, parce que l'écocide martiniquais, c'est une île, c'est différent de nous qui sommes un archipel, où tout se pose en termes différents. Donc il faut que vous le sachiez, et les mesures européennes sont beaucoup plus contraignantes que les mesures des Nations Unies, parce qu'elles sont effectives, elles. Donc il faut soutenir à travers la plainte qui a été faite, qui est en cours, à travers la pétition qui est en cours de circulation sur mesopinions.com, qui est une pointe qui concerne la Guadeloupe et qui nous concerne nous tous, et qui concerne pour partir l'outre-mer, et d'autres actions qui sont en cours, parce qu'elles vous concernent tous, parce qu'il faut que l'on cesse de vous raconter n'importe quoi. Vous avez qu'à regarder les propos contradictoires de Mme Couillard, secrétaire d'État, qui vient nous raconter, et elle-même reconnaît qu'il y a des tours d'eau, que c'est inadmissible, que c'est inacceptable, avec les membres d'un gouvernement qui ne
ne cesse de nous raconter des billevesées. J'ai une mention de respect pour la fonction de M. Francis, président du SMGAG, mais je ne puis accepter qu'il nous demande de venir demander encore l'assistance du Conseil régional et du Conseil départemental qui sont à bout de souffle financièrement en matière de trésorerie, qui sont incapables de rassembler, de réunir l'eau agricole qui est la variable d'ajustement de l'eau potable et qui proposent de faire deux retenues, deux bassines pour employer une terme, une à Petit-Bourg et l'autre au Lamentin, c'est-à-dire qu'on va continuer à accumuler de l'eau chlordéconée dans le bassin chlordéconé pour le remettre dans le bassin chlordéconé. Ça va nous coûter une fortune pour déchlordéconer tout ça. Non, faut arrêter de déconner. Alors, ça est important, on a expliqué que sur le droit de l'enfant, pourquoi ça imposable à la fois, c'est que c'est nos traités qui est effectivement adopté par l'Assemblée générale et sur effectivement les droits de l'enfant. Et la France, si vous voulez adhérer à ce traité-là, ça va un butin qui ont une résolution. Donc, justice à la France, donc il faut dire comme ça que, sur les questions-là, ça est directement invocable devant la juridiction française. Parce que comme la France a adhéré à ce traité-là, ça, tout ça, il peut mettre en cause droit à Timon, il peut mettre santé à Timon en danger, eh bien, il peut interpeller la France et faire devant la justice. Donc, c'est pour ça que c'est très important parce que c'est un créneau au point pour te montrer les problèmes des droits de l'homme, etc. Mais en même temps, ça a région de combat nous a mené. Combat nous a mené, nous a dit, nous ne pouvons pas rester dans une situation ça. Et Jacques a évoqué les 170 km mais nous avons à près de 3000, plus de 2000 et quelques kilomètres. Imaginez comme étant. C'est comme dit la France en fait, c'est point ça à bras le corps. Parce que nous pouvons sortir dans ça. Oh, ça a pénalisé la population là réellement. Nous va connaître dans tous les domaines. Mais vraiment, là nous allons parler de ça, question de santé, du fait qu'on ne peut pas nier de l'eau potable qui est correcte. Et si on est obligé pour des raisons économiques, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a plein de problèmes de santé réels. Or, les gens, ils ne sont pas briller, mais sont dépenses énormes. Le acheter de l'eau en bouteille, par rapport à si vous achetez un litre de l'eau, ou boire un litre de l'eau, ou boire de l'eau à robinet là, sont des dépenses énormes. Donc, ça a budget à tout le monde. Or, les gens, ils pire en difficulté, c'est eux qui apprennent plus faire. On ne peut pas presser tout l'argent en passant de l'eau. Oui. Donc il faut que les gens se réveillent. Oui. Il faut que tous, parce que vous allez dans les associations, allez leur demander des comptes. Ne laissez pas les gens se prononcer sans avoir qualité ni compétence pour se faire en vos lieux et places. Cela ne peut pas continuer, sans quoi vous devenez complice de la situation dans laquelle vous vous plaignez. Alors, juste un mot pour conclure. J'ai reçu représentant M. Buc cette semaine, qui a décidé, c'est un plaignant de la goutte d'eau. Alors ils n'ont pas d'association, mais ils ont dit... Oui, c'est un collectif citoyen. Voilà, et qui travaille dans le même... le même sens que vous. Et donc ils demandent à ce que des Guadeloupéens, comme tu viens de le dire, de continuer à être des plaignants contre les gens qui aujourd'hui n'assurent pas. Donc un dernier mot. Les coûts d'eau en 2 ans, c'est du bidon. Pas mon pays peut résoudre en 2 ans. Parce que au lieu que ça a amélioré, ça a dégradé. Ça s'est empiré. 90% de la bande de dit ça, des stations, 80% des stations d'épuration par un état qu'on y est là. Depuis, après, ça a aggravé après le cyclone Fiona. Ensuite, on termine choqué. Nous avons un appel pour mon adhérer à plainte là, pour porter plainte. C'est un collectif de citoyens. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc, effectivement, il faut nous demander qu'il y ait porter plainte. Parce que c'est important. Mais nous avons été choqués. Moi, dans ça, parce que vous savez, les ont interpellé l'État français, ces questions-là, ça, l'ONU a dit là, ils ont dit pas au courant. Ils sont pas au courant. Et par contre... Oui, la porte-parole de l'ONU a déclaré qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait des problèmes d'eau potable à la Guadeloupe. C'est de notoriété européenne. Ça, il y a une mesure pour la présidence du ouais,
Et bien, si il y a un problème, il faut supprimer l'Office de l'eau en Guadeloupe parce qu'il prend 20% à l'argent, à le syndicat, le SMJAJ. Mais après ça, il y a ce problème-là. C'est faux, c'est un mensonge parce que les recettes de l'Office de l'eau qui ne sont pas payées, je ne cesse de vous le dire, c'est un prélèvement pour compte de tiers, cela relève du pénal. Quand vous prenez de l'argent à quelqu'un à qui c'est destiné, comme ne le reversez pas, c'est un détournement de fonds publics. Donc ceci devra se régler parce que, mesdames, messieurs, il faut savoir que cet argent, ils veulent le redonner au SMJAG comme s'il irait d'un tour de baguette magique en supprimant ce qui est fait d'un côté, parce qu'il faut savoir que les recettes de l'Office de l'eau sont reversées à tous les organismes donateurs de l'eau et de l'assainissement pour combler les erreurs, les conneries qu'ils ont faites. Merci, messieurs. C'était un point nécessaire et donc que les plaignants augmentaient quantité à eux. Oui. Solidarité. Voilà, 2h56 de première pause. On se retrouve tout à l'heure avec la suite avec Marilène Ferdi et Théo Dunoyer pour ICC News. À tout à l'heure. Bravo. Voilà, nous sommes déjà avec vous. Il est 13h01. Marilène Ferdi est déjà arrivée. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Je ne sais pas si vous présentez l'invité, non? Oui, on va lancer le générique. On va faire comme d'habitude. On va garder. Dans un instant, on revient à l'actualité. Retour sur l'actu avec Iman News. Retour sur l'actualité où nous verrons l'affaire Cabana Beach qui donnera son verdict à la fin du mois de juin. On parlera aussi de Cap Excellence avec cette nouvelle marque touristique qui est lancée, ainsi que du festival Gros Cas qui aura lieu en juillet bientôt. Et on a déjà évoqué la conférence de presse avec Jacques Bangou qui a parlé justement de la vérité sur les comptes de la ville de Pointe-à-Pitre avec monsieur Sinisti. Voilà, ICC News, tout de suite, le générique, c'est parti après le retour sur l'actu. Et là, une voix déjà plus ChatGPT, fais attention. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bonjour Madame Ferdi, et comme tous les vendredis, on vous retrouve pour le ICC News qui va continuer pendant tout le mois de juillet. Bien sûr. Et on va vous retrouver en septembre. Non, stop, c'est du ICC News. Oui, parce que je n'ai pas de vacances, voilà. Alors, je suis un IA peut-être, hein. Ça sera mon IA qui va poursuivre à partir, comme moi je serai en vacances. Votre chat, j'ai pitié. D'accord, ok. Bon, alors, bonjour quand même, et c'est parti pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va rester dans la culture, mais ça ne sera pas le cinéma, ça sera un peu le cinéma, mais pas que, ça sera avant tout le théâtre. Donc on reçoit une personnalité guadeloupéenne qui est très connue dans le monde du théâtre, mais aussi dans le cinéma. Il est comédien, il est auteur, il est metteur en scène, il est acteur, mais il est aussi surtout responsable d'une association très emblématique de la filière du théâtre, à savoir Texte en Parole, qui est une association qui a été créée depuis 2003. Bonjour Théo. Bonjour Marilène. Donc voilà, donc on va quand même faire. Alors Théo n'a pas toujours été auteur-metteur en scène. Comme beaucoup de nos invités, il a eu un parcours qui était à l'opposé de sa passion. Alors déjà, Théo, sa passion pour le théâtre a commencé très jeune, comme beaucoup de nos invités. Au collège, donc on est entre 11 et 14 ans. Donc il a monté une pièce de théâtre qu'il a écrite, qu'il a jouée et qu'il a mis en scène et c'est de là qu'est née cette passion. Mais je ne sais pas si c'est sous la pression de maman ou de papa. Théo n'a pas poursuivi dans le milieu de la culture. Non, il a fait des études qui n'ont absolument rien à voir. Il a fait un MBA dans le management. Oui. Après son MBA, il a continué à l'international, mais dans le secteur immobilier, à l'international secteur immobilier. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il nous le dira. Il a tout d'un coup eu envie de tout arrêter et de pouvoir revenir à sa passion qui est le théâtre. Il est retourné à l'école, et pas n'importe quelle école, l'école Jean Leloup, c'est une école très connue à Paris. Et donc, une fois qu'il a fini cette période de professionnalisation à cette école de théâtre, il a continué à se former, cette fois-ci direction New York, parce que dans le cadre de ses précédentes activités, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Théo
aussi a travaillé beaucoup avec les États-Unis et est très à l'aise en anglais. Donc, dans cette école, il a suivi, il a intégré une école très connue à New York, celle de Bruce Ornstein. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, merci. Ornstein, oui. Ornstein. Et là, il y est rentré. Pourquoi? Pour pouvoir améliorer son jeu d'acteur et être capable de jouer sur tout type de registre. Et donc, quand il est sorti de ces 2 formations, tout de suite, il a commencé à monter, à monter une scène, le Tartuffe, pas n'importe où, au Théâtre du Tambour au Royal Paris. Ensuite, il s'est produit dans plusieurs pièces aux États-Unis en langue anglaise. Bon, je ne vais pas toutes les citer. Mais en Guadeloupe, on le connaît. Alors, les gens qui vont se dire, mais ce visage, je le connais, c'est pour une pièce. C'est la fameuse pièce, L'impossible procès, qui a été mise en scène par Luc Saint-Éloi. Écrite par Guy Lafage. Voilà, oui, je savais. Faut préciser. Préciser, écrite par Guy Lafage, mise en scène par Luc Saint-Éloi, et où on a l'occasion de voir Théo. Excuse-moi. Lapsus. Tony n'est autre que le frère aîné, qui aussi est dans le cinéma et qui vit à New York. On revient à Théo. Et donc Théo aussi est acteur. Il a eu l'occasion, je pense que Monsieur Zandronis, tu as dû le voir dans des films dans le cadre des festivals guadeloupéens. Ça te dit quelque chose. Oui, et donc, il a joué aussi Shakinipli Origami. Donc, c'est un spectacle jeune public avec la compagnie 1000 étoiles. D'accord. Indépendamment de ça, comme ça ne lui suffisait pas, il est aussi responsable d'une association qui a pour objectif de pouvoir professionnaliser les acteurs du théâtre, mais de l'écriture jusqu'à la mise en scène. Donc, cette association s'appelle Texte en Parole. Et ce qui est intéressant avec cette association, c'est qu'elle a réussi, elle a fait un travail très intéressant de recenser, elle a une banque de données de textes donc destinés au théâtre, mais pas que des textes guadeloupéens ou martiniquais ou guyanais, mais des textes de toute la Caraïbe. Et grâce à ça, elle a même décidé d'aller plus loin en 2015, où elle a décidé d'éditer sa première collection de textes. Moi, la question que j'ai envie de poser à Théo, la première question, comment ça se passe concrètement, et c'est ce qui, en tant que campus audiovisuel, cette partie m'intéresse, la professionnalisation des acteurs dans le cadre de Texte en Parole? Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on lance des appels à écriture régulièrement, donc à peu près chaque année, pour susciter justement l'écriture de nouveaux textes de théâtre caribéens, c'est-à-dire des textes qui nous ressemblent. Juste pour reprendre un petit peu dans la genèse de Texte en Parole, l'association est née du fait qu'il y avait un constat du manque d'écriture caribéenne contemporaine, c'est-à-dire que le théâtre à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, était surtout dominé par soit le théâtre très populaire, soit le théâtre importé, on va dire, et qui était adapté localement. Et la fondatrice, donc Michel Montantin, à l'époque, avec une série d'autres acteurs du territoire, a décidé en fait de lancer un appel à écriture pour susciter l'écriture de nouvelles pièces de théâtre qui nous ressemblent, voilà, qui soient bien ancrées dans nos territoires. Et de là est partie l'idée de faire Texte en Parole. Donc on lance des appels à texte. Ensuite, ce qu'on promet aux auteurs, c'est de soumettre leur texte à un comité de lecture. Et ce comité de lecture arrive à une sélection de à peu près 4-5 textes par an. Donc c'est les 4-5 meilleurs textes parmi les textes reçus. Alors, il faut préciser que les textes sont analysés sous anonymat. Donc le comité de lecture ne sait pas qui a écrit les textes. Et de là, on fait des lectures publiques des textes pour inciter des metteurs en scène à monter ces textes. Parce que l'idée du théâtre, c'est pas que d'être sur le papier, mais c'est vraiment d'être joué. Donc notre objectif, c'est effectivement que le maximum de textes soient joués. Juste une question. Il y a déjà, depuis plusieurs années, beaucoup de pièces de théâtre qui ont été jouées et malheureusement, on ne trouve pas le manuscrit. Je prends par exemple tout ce que Cyclone a fait à l'époque, etc. Des gens comme Cancel et tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ces textes qui ont été intéressants d'ailleurs? Alors, en tout cas pour Texte en Parole, depuis 2016, on a lancé des éditions numériques des textes qui sont sélectionnés.
Alors c'est vrai que le numérique, c'est pas forcément l'option la plus simple pour avoir des textes en main, mais en tout cas c'est la solution que nous avons trouvée pour l'instant. Et de plus en plus d'auteurs se rapprochent d'éditeurs, on va dire nationaux, j'aime pas trop le terme, mais des éditeurs de la place. Et il y a des éditeurs locaux qui commencent de plus en plus à s'intéresser au théâtre. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a une édition locale, voilà, qui a édité un des textes qui a été sélectionné par Texte en Parole récemment. Donc ça commence, c'est effectivement le constat que tu fais est vrai, mais l'industrie est en train de s'organiser, le monde de l'édition est en train de s'organiser justement pour mettre en valeur ces textes de théâtre. D'accord. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que Texte en Parole, c'est aussi un réseau de partenaires, je crois. Absolument. Donc, en fait, tu parlais de la professionnalisation. Je n'ai pas fini complètement de répondre à ta question sur la professionnalisation, mais justement, dans ce contexte de professionnalisation, ce qu'on cherche à faire, c'est promouvoir nos auteurs, aussi bien à l'international qu'au national. Là, par exemple, il y a à peine 15 jours, on a reçu en Guadeloupe, en résidence d'écriture, une autrice du Québec qui est venue écrire pendant 2 mois. Et on a fait d'ailleurs la restitution de sa résidence d'écriture dans un hôtel du Gousier. Et en parallèle, on a une autrice de Martinique qui est partie au Québec, à Montréal, pendant 2 mois, pour écrire aussi une pièce donc, qui a été lue dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival du Jamais Lu. Et le Jamais Lu, c'est effectivement un de nos partenaires au Québec. De la même façon, alors de l'autre côté de l'Atlantique, on a noué des partenariats avec les Chantiers Nomades, qui est un organisme de formation qui travaille avec la région Guadeloupe, avec le pôle régional des arts du spectacle de la région Guadeloupe. Et donc on est en partenariat aussi avec eux. Et récemment, on a établi un partenariat avec un centre dramatique national qui s'appelle les Tréteaux de France, voilà, qu'on a fait venir en Guadeloupe, mais qu'on a sollicité aussi pour promouvoir nos textes caribéens dans tout le réseau de France que ce centre dramatique national fréquente en fait. Alors moi j'ai des exemples autour de moi. Alors je connais quelques personnes autour de moi, donc des professionnels c'est plutôt des auteurs et des scénaristes et qui ont cette envie de se lancer dans le théâtre. Alors, pour répondre à l'appel à projet, est-ce qu'il faut déjà avoir une expérience ou n'importe quel débutant qui a eu cette envie qui a une facilité d'écriture et a une histoire à raconter pour une mise en scène, est-ce qu'il peut quand même candidater ou il y a des modalités bien précises ou une expérience pour répondre à vos appels à projet? Alors, on va dire que c'est la qualité du texte qui prime. Nous favorisons l'émergence. Donc, un auteur ou une autrice peut être débutant et soumettre un texte en parole. Comme c'est sous anonymat, donc, tout le monde peut effectivement envoyer son texte. Alors, il y a un minimum technique, on va dire, un minimum en termes de qualité des textes qui est attendu, puisque comme l'objectif, c'est que les textes soient montés. On ne va pas proposer au public des textes qui ne sont pas d'une qualité suffisante, on va dire. Donc on peut être débutant et avoir beaucoup de qualité d'écriture. Donc voilà, ça n'exclut pas du tout les débutants. Mais il faut quand même qu'il y ait une bonne qualité au niveau de l'écriture. On a un terroir, on a un vivier quand même d'auteurs capables de sortir des textes. Parce que on a reçu précédemment Eddie Arnel qui nous disait que le théâtre était un peu... on ne sent pas le dynamisme qu'on a connu il y a de ça 10 ou 20 ans. Et je ne sais pas si c'est la même chose, si le ressenti est le même pour vous. Et donc on se posait la question du vivier, est-ce que c'est lié à ça ou pas? Alors, je pense qu'il y a un vivier qui est important. Mon diagnostic, on va dire... comme ça, à brûle pour point, c'est de dire que il y a peut-être des gens qui n'osent pas en fait faire le pas d'écrire, et c'est pour ça que c'est un peu pour ça qu'on est là en fait, c'est-à-dire de susciter ces écritures et surtout de faire entendre les textes
et de tout organiser au niveau de la chaîne de la création pour que les auteurs se rendent compte que moi j'ai écrit un texte, mon texte sera joué. Nous on est en relation dans l'association avec des auteurs émergents et c'est toujours fascinant de voir tu vois justement la fascination de ces auteurs, de voir que leur texte sera édité même si c'est une autre édition qui compte pas beaucoup d'ouvrages, hein, mais c'est voilà, valorisant. C'est ça, c'est très très valorisant. Alors, que leur texte soit lu, 2, que le texte reçoive une fiche critique, donc voilà. Et puis après, une fois qu'on est on va dire dans le réseau Texte en Parole, ou en tout cas dans la sphère d'influence Texte en Parole, nous on accompagne les auteurs. Donc si par exemple on se rend compte qu'il y a un projet de résidence, je ne sais pas, en Afrique ou au Québec, et bien à ce moment-là, les auteurs qui sont dans notre base de données reçoivent nos informations. On leur dit tu devrais candidater à cette résidence, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On les aide vraiment à... Tu parlais de professionnalisation, donc on les aide à se professionnaliser justement dans la partie auteur. Mais pas que, parce que là c'est l'actualité de Texte en Parole, donc là on va bientôt terminer. C'est juste nous parler de ce fameux festival qui va bientôt arriver, donc dans le milieu du théâtre, que vous organisez. Oui. Pas que pour les professionnels, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. C'est le festival itinérant de Texte en Parole, donc qui aura lieu du 26 juin, donc c'est bientôt, du 26 juin au 1er juillet. Donc c'est un festival itinérant parce que notre idée c'est d'aller dans les territoires, d'aller au plus proche des différentes populations. Donc l'ouverture sera le 26 juin dans un hôtel du Gosier. Je pense qu'on peut le nommer, n'est-ce pas, Monsieur Zandronis? On peut nommer l'hôtel tant qu'à faire. Donc c'est l'hôtel Arawak. Ensuite on aura une itinérance chaque jour. Donc sur les 6 jours que compte le festival, donc le premier ce sera à Gosier, donc à l'Arawak. Le deuxième jour ce sera à la médiathèque de Pointe-à-Pitre, la médiathèque Boisneuf. Le troisième jour, mercredi 28, ce sera à La Mecca, à Basse-Terre. Le jeudi 27 ou 28, je ne sais plus. Le jeudi ce sera à Bémao. Le vendredi à Pointe-Noire. Le samedi à Petit Canal, et le samedi soir ce sera la grande soirée des 20 ans de Texte en Parole qu'on va célébrer à l'Arawak avec là aussi un programme intéressant, des lectures et même un concert de musique pour agrémenter le tout. Alors on peut retrouver toutes ces informations où? Alors on retrouve ces informations sur notre site et sur les réseaux sociaux. Donc vous tapez Texte en Parole, je crois qu'il y a le logo derrière moi, donc Texte en Parole, donc texte au pluriel, parole au pluriel. Donc on est présent sur Facebook, Instagram, et nous avons un site internet aussi. Alors donnez-nous quelques heures pour le mettre à jour. Donc d'ici demain ou dimanche, toutes les infos seront présentes. Alors, le festival est gratuit pour le public, c'est important à souligner. Et il faut simplement s'inscrire, mais il y aura le lien d'inscription sur les réseaux. Très bien. Voilà. Une belle idée pour ces vacances. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Petit festival, nouveau texte festival. Alors, ça va s'appeler Festival Texte en Parole. C'est le festival itinérant Texte en Parole. Ouais. Bien, on verra ça avec plaisir. Un dernier mot, Madame Ferdi, qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, on ira sur les arts visuels, tiens. D'accord, on reste dans les arts visuels. On reste dans les arts visuels. Alors. Bien. Ok, je vous remercie. 13h18, on revient à l'actualité rapidement. L'affaire Cabana Beach, on en parle depuis plus de 2 mois. Le verdict définitif sera prononcé dans 1 mois. Olivier Félix était sur place. Reportage. Vous savez, la loi dans cette affaire, en tout cas nous concernant, a été respectée. Puisqu'on nous demande à ce que le droit soit respecté, il y a un arrêté municipal qui a autorisé à ce que la société NeigeJet exerce son activité sur cet emplacement. J'ai eu l'impression d'assister à une espèce de jeu de rôle, où un avocat prétend que parce qu'on est jeune, parce qu'on a vécu en France et on est de retour dans son pays, alors à ce moment-là, on ne doit pas respecter les règles, on ne doit pas respecter la loi, on ne doit pas... Non, la question n'est pas là. Aucune intervention sur ce qui est reproché aux jeunes.
Il parle d'un arrêté qui lui a été... L'arrêté précise, et j'ai un exemplaire de l'arrêté avec moi, je peux vous le montrer, précise qu'une autorisation a été donnée à M. Semar pour des activités nautiques. À aucun moment dans l'arrêté, il n'est question de restauration. Alors, moi, je veux bien qu'on dise des choses, qu'on essaie de faire croire. M. Semar n'a aucune autorisation de la mairie. Si effectivement l'ancienne mairie lui avait donné des autorisations, en dehors de cet arrêté dont je vous ai parlé, qu'il présente yo. Il n'y a aucune délibération à la mairie. Il y a un document que la municipalité a en main et qui dit que monsieur Nicolas Semar, donc gérant de la société Nesjet, pourra exercer aussi son activité de restauration rapide. Et qui d'ailleurs a été intégré dans le cadre du projet Océan. Vous savez, ce projet dont on nous parle depuis des années en Guadeloupe, qui n'aboutit absolument jamais et qui, par l'inaction de certains, conduit à ce qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci. À un moment donné, il va falloir trancher et éviter de saisir les tribunaux, qu'on s'assoie autour de la table. En dehors de cela, les autres considérations, finalement, qui ont conduit à ce qu'on aboutisse ici, doivent, pour notre part, apporter d'autres réponses. Mais en tout cas, pas une contravention de grande voirie. Voilà, il est 13h21. On a le temps de jeter un petit coup d'œil sur la conférence de presse du Festival de Goka. Le Festival de Goka qui revient après pratiquement 3 ans de disparition d'un bafé, comme on a dit. Wibi Echevin était sur place. Hier, c'était à Sainte-Anne. Tous les Guadeloupéens savent très bien ce qu'est le Festival de Goka. C'est un gros événement culturel, et on l'a dit, qui s'inscrit vraiment dans le calendrier culturel du monde, pratiquement de la Caraïbe en tout cas. Et la ville de Sainte-Anne, ville dans laquelle se déroule depuis 36 ans cet événement, eh bien, se voit obligée, c'est un devoir pour la ville, de porter sa contribution à l'organisation, à la réussite de cette manifestation. L'objectif de ce festival cette année, c'est mettre en lumière le président fondateur du Festival de Goka, M. Félix Cotellon, qui a beaucoup contribué donc à mener des actions dans le milieu culturel, mettre en valeur le Goka et toute la richesse du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe. On perpétue tout ce qu'il a déjà fait. On a à cœur aussi de présenter de nouvelles choses. Vous voyez, par exemple, cette année, on présente une exposition photo des 20 ans du festival. Il faut savoir qu'un festival comme le Festival de Goka, qui dure depuis 36 ans, ne bénéficie pas du niveau de financement qu'il devait avoir normalement. Je m'explique. Il y a la ville de Sainte-Anne qui fait un gros effort. En dehors de la subvention qu'ils nous donne, il y a un soutien logistique qui est assez important. Il y a la région qui nous aide. Il y a le département. Il y a la CARL. Mais nous estimons que le niveau de ce qu'on nous aide n'est pas suffisant. Parce que ce sont des vrais militants culturels qui sont là, qui travaillent bénévolement et qui parfois, c'est pas tout le temps quand même, payent de leur poche certaines dépenses. Je ne dis pas qu'on ne l'ait pas aidé, mais pas au niveau qu'il faudrait. Parce que quand vous faites un groupe venir maintenant pour jouer les Roses, c'est au minimum 2500 €. Hein. C'est pas comme à l'époque, les Roses étaient gratuits. Maintenant, c'est 2500 € pour payer un groupe pour jouer les Roses. Et donc, nous, quand on a fini de payer avec ce qu'on nous a donné, on sort de notre poche. Voilà. C'est vrai que la CARL donnera une subvention substantielle au Festival de Goka. C'est un devoir, je l'ai dit. Nous le faisons avec plaisir, par devoir, mais c'est une fierté d'avoir dans sa ville un tel événement. Le Goka, on l'a défini à l'UNESCO comme musique, chant, danse, pratique culturelle représentative de l'identité guadeloupéenne. C'est un festival là où la musique Guadeloupe s'exprime, au moins à 99%, 90%. On permet aux Guadeloupéens, porteurs de tradition, aux personnes qui font vivre cette tradition de s'exprimer dans un moment fort. Notre musique aussi peut servir de thérapie. Elle est déjà une thérapie parce que pour ce que nos parents ont subi, je vais parler de la traite négrière, toutes les souffrances qu'ils ont endurées et tout ça, s'il n'y avait pas cette thérapie-là, on n'aurait pas pu avoir de société. Voilà, c'est 13h24, on prend déjà la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZCL. On va recevoir dans un instant Jean-Luc Séligny, Diana Danquin et aussi Robert Laverdieu. À tout à l'heure. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. C'est le dernier plateau. On va recevoir dans l'ordre Jean-Luc Séligny, vice-président de la commission de développement
territorial, bonjour, de Cap Excellence. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Diana Danquin, accompagnée agro-transformatrice, bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir Robert Laverdure, qui est porte-parole de KBM, qui est du Noutale Kassaye, de Mejala. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actualité avec Iman News. Iman News, on va parler ensemble de Cap Excellence. Oui. Cap Excellence qui lance sa marque Destination du territoire en but de valoriser l'attractivité et le rayonnement de l'île. Un reportage a été fait en lien avec cette nouvelle marque avec Olivier Moradel. C'est un grand rendez-vous attendu depuis très longtemps. Cap Excellence présente sa marque touristique. Ça a été un travail de longue haleine avec les 3 communes, de différents services, mais également avec la commission tourisme que je préside à Cap Excellence. Il a fallu travailler et nous avons choisi effectivement notre marketing territorial. Et donc la marque touristique, ça sera l'identité du futur OTI. C'était important pour nous effectivement de lancer une marque touristique, tout simplement pour qu'on puisse communiquer vraiment sur nos atouts touristiques, puisque Cap Excellence est un territoire qui est riche, diversifié et aussi unique. L'OTI, c'est l'Office du tourisme intercommunal. Et donc nous devrions travailler avec tous nos partenaires, avec le CTIG, pour qu'on puisse reconnaître cette marque touristique comme toutes les marques, comme l'ont fait les autres OTI de la Guadeloupe. Cette marque va s'appuyer sur 5 piliers. Le pilier nature, le pilier sport et loisirs, le pilier event, puisque nous avons beaucoup de manifestations culturelles, sportives sur le territoire. Le pilier aussi business, puisque ce territoire permet l'organisation de séminaires, de congrès, et bien sûr le pilier culture, puisque Cap Excellence, c'est des musées, le Memorial Act, le Musart. C'est un cœur puisque Cap Excellence est au cœur du territoire. Cap Excellence est au cœur de la Guadeloupe. Cap Excellence est le poumon de la Guadeloupe. Donc vous avez vu que le rouge représentait la ville de Bémao, cette zone dynamique d'affaires. Le vert avec la ville des Abîmes et donc Taonaba, le site écotouristique, d'accord, et Pointe-à-Pitre qui a cette identité culturelle, mémorielle. D'ailleurs, nous sommes ici au sein du Memorial Act. Voilà, on a vu Alexandra Manet, pas Amanet. Voilà, et puis vous avez remarqué que le nouveau logo a des couleurs qu'on connaît bien, hein, rouge, vert, jaune. Bien, alors on va parler avec Cap Excellence, on va quitter le domaine puisque Jean-Luc Séligné est là, et avec une agro-transformatrice. Bonjour tous les deux. J'ai envie de dire à Jean-Luc, quoi de neuf? Quoi de neuf? Eh bien, bonjour aux téléspectateurs, aux éditeurs de Canal 10, la Guadeloupe entière. Eh bien, nous sommes venus ici présenter les journées de l'agro-business. Deuxième édition, puisque l'an dernier, à la même époque, j'étais venu présenter la première. Et donc, il s'agit, dans le cadre, effectivement, du projet Agroparc Caraïbes Excellence, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter ici, eh bien, d'organiser quelque part une rencontre, des échanges, afin de permettre aux uns et aux autres de participer à une émulation consistant à développer sur notre territoire l'agro-transformation pour aussi valoriser quelque part nos produits locaux. Donc, rappeler rapidement que l'Agroparc Caraïbes Excellence est un instrument qui se veut être innovant, performant, respectueux des enjeux de développement durable. Et qu'à ce titre, eh bien, cet équipement entend répondre aux aspirations des agriculteurs et des agrotransformateurs. Et donc, c'est vrai que, quelque part, nous avons là pour objectif de consolider, mais aussi de permettre le développement des entreprises des filières de l'agrotransformation et de l'agriculture durable. Et donc, il y a nécessairement sur l'activité agricole une richesse en matière de production et de savoir-faire. Et donc, on ne peut pas en dire autant quelque part de l'agrotransformation, puisque les activités économiques liées à l'agrotransformation
peinent parfois à se développer. Pourtant, il existe de nombreuses initiatives entrepreneuriales, des innovations qu'il convient, à mon sens, de soutenir. Et c'est la volonté d'ailleurs du président, puisque nous avons la volonté de voir éclore des entreprises sur notre territoire, plus largement la Guadeloupe, rayonner, grandir, et au-delà même de notre territoire. Donc les journées de l'agrobusiness permettent de proposer aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, avec une collaboration avec un certain nombre de partenaires, des dispositifs d'accompagnement économique et technique, afin de les aider à mieux se structurer quelque part, structurer leurs unités économiques. C'est l'objectif des journées de l'agrobusiness, de permettre, comme je le disais tout à l'heure, un échange avec des consultants spécialisés et aussi ces porteurs de projets, ces chefs d'entreprise qui trouvent parfois, qui ont parfois des questions et qui trouvent là des réponses adaptées à leur situation. Ça veut dire que ces journées de l'agrobusiness, c'est le top départ de l'agroparc, un petit peu quelque part? Non, le top départ de l'agroparc, ça fait longtemps qu'il a été donné. Donc, je peux aujourd'hui vous dire que nous avons des travaux qui vont bientôt commencer. Donc, c'est vrai que je suis venu depuis un certain temps. Les gens restent en haleine par rapport au déroulé du développement, de la construction de... Oui, c'est bien de ça que je parle. Mais j'ai bien compris la question. Donc, cette année, nous devrions entamer les travaux de terrassement, de viabilisation. Donc, nous avons fonctionné étape après étape. Il convenait de sécuriser le financement. Il convenait de bien mettre en œuvre les étapes que nous avions imaginées au préalable. Et donc, je peux annoncer que cette année, nous avons pour objectif de commencer les travaux de l'agroparc Caraïbes Excellence. Alors, vous êtes venue avec Diana Danquin. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes agrotransformatrice. Tout à fait. En général, on vient des fois avec des agrotransformateurs. Je suis bien content de recevoir une agrotransformatrice. Quel est votre domaine particulier? Alors, moi, je suis agrotransformatrice en confiserie. En confiserie. Confiserie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je confectionne des confiseries à base de fruits, légumes locaux, même des fleurs aussi et des tubercules. Oui. Quelles fleurs, par exemple? Notamment le clitoria, parce que lorsque je travaille cette fleur, ça me donne cette belle couleur bleutée dans mes préparations et ça apporte. Je suis très axée sur la couleur, en plus du goût, des saveurs, parce que mon activité s'appelle les saveurs d'Anaïde. Et je tiens beaucoup à avoir de belles couleurs dans mes préparations. Donc le clitoria apporte justement cette touche. Alors, pour ces journées de l'agrobusiness, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, particulièrement, je veux dire, en général, les confiseries, mais quoi par exemple? Vous savez, ce que je propose sort tout droit de mon chapeau, donc il faudra vraiment venir découvrir ça. Ça n'existe pas, j'ai inventé. Ah bon? Oui, tout à fait, j'ai inventé. Donc, c'est à découvrir. Je propose dans les saveurs d'Anaïde 2 options, c'est-à-dire qu'on trouve, c'est sous forme de boules. Alors, ce sont des boules à manger ou alors fondantes. Donc, alors, la saveur fondante, bien évidemment, avec tous les fruits et légumes, comme j'ai dit. Et la saveur croquante, c'est avec comme base la pulpe de coco. Toujours associée à d'autres fruits. Alors, il y a une question que je pose souvent aux agrotransformateurs compte tenu du taux de diabète qui est en Guadeloupe. Est-ce que c'est trop important ou pas assez sucré? C'est pas très sucré, justement. Je porte une touche toute particulière là-dessus parce qu'en plus, je suis coach en bien-être et nutrition. Donc, croyez-moi, j'ai travaillé là-dessus, que ça ne soit pas trop sucré, que tout le monde puisse en profiter. Micro-sucré, micro-salé d'ailleurs. Il n'y a pas de salé dans mes gammes. Il n'y a pas de salé dans mes gammes, c'est du sucré. D'accord. Bien, alors je reviens à Jean-Luc Sandini. Alors, ça commence le 22, il y aura quoi, des ateliers? J'ai vu qu'il y a un BIC. Absolument. Oui, alors expliquez-nous ça. Cela commence déjà le jeudi 22. Et donc, cette journée placée sur le dispositif d'accompagnement des entreprises du secteur de l'agrotransformation. Et donc, c'est vrai que durant cette journée, il s'agira, après l'ouverture du village, de permettre aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, de 9h à 13h, des rencontres individualisées avec des consultants spécialisés. Et donc cette journée sera marquée également par 3 conférences. À 10h, la première conférence, pourquoi se développer, entreprendre en tout cas dans l'agrotransformation. À 11h30, la sécurité alimentaire dans l'agrotransformation. Et à 14h, comment vendre son produit. Donc cette journée véritablement est marquée par un échange entre les consultants spécialisés et ces porteurs de projets. Donc si
vous êtes porteur de projet, si vous êtes spécialisé dans le secteur de l'agrotransformation, eh bien cette journée vous permettra de trouver les réponses. D'autant que parfois ces entrepreneurs, ces porteurs de projets ont des questions sur le modèle économique, le financement, sur l'équipement, les équipements, sur l'approvisionnement en produits locaux, sur le marketing, j'ai dû le dire, sur également le recyclage des biodéchets. Donc sur un certain nombre de questions relatives bien évidemment à la structuration de leur entreprise. Et donc à la fin, à l'issue de cette journée, il sera désigné 2 entreprises qui seront lauréates quelque part et qui seront accompagnées dans la structuration de leur projet. Et l'après-midi, durant la journée, il y aura également Egoaflore qui viendra présenter sa marque Morsotella, je suppose que vous en avez entendu parler, qui consiste tout simplement à proposer des produits dans des surfaces de vente qui ont fait l'objet, sur les parcelles en tout cas, d'analyse de sol et respectant un strict cahier des charges pour garantir la qualité et la traçabilité de ces produits. C'est des produits sans chlordécone. Donc je crois que c'est un partenaire sur cette opération. C'est aussi notre volonté quelque part. Il ne faut pas avoir à l'esprit l'agro-business comme l'agriculture productiviste, mais l'ensemble des activités économiques relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation des produits issus de l'agriculture et je dirais même de l'agriculture durable. Alors, juste un dernier mot avant de vous quitter, parce que je vais encore revenir vers madame. Je vois qu'il y a aussi un coup de cigro, et manger et bouger. Absolument. Samedi prochain, c'est samedi prochain. Voilà, le samedi 23, manger et bouger. Donc voilà une manifestation, effectivement, puisque on peut consommer, mais aussi il est important de faire du sport. Mais je n'ai pas dit que le vendredi, il y a là aussi les ateliers dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces ateliers, si vous êtes un porteur de projet, si vous êtes spécialisé dans l'agro-transformation de fruits et légumes, il s'agit là d'ailleurs immatriculer une entreprise immatriculée depuis moins de 12 mois. Il s'agit là de permettre à un certain nombre de porteurs de projets, d'entrepreneurs, d'être dans des ateliers. 6 ateliers identifiés au regard des filières dans l'agrotransformation. Et ils vont pouvoir, ces porteurs de projets, ces entrepreneurs, bénéficier de formations à titre gracieux, pensé par des spécialistes. J'aimerais rapidement les citer. Il y a nous faisons cela avec 2 laboratoires, un laboratoire à Bémao, un laboratoire aux Abîmes. Il y a Leslie Belliot dans la Villa Comès, Leslie Belliot, Eve Assik, Joël Kichner, et il y a aussi Foodies. Il y a Maxime Rouanet, Eddie Babel, David Duto. Donc ce sont des personnes reconnues, des chefs qui ont une expérience, qui ont un savoir-faire et qui pourront là présenter aux entrepreneurs, aux porteurs de projets des éléments leur permettant d'acquérir des techniques de production plus performantes et aussi s'ils veulent, ces chefs de projet, ces porteurs de projet, ces entrepreneurs, s'ils veulent aussi développer leurs propres recettes. Voilà en tout cas la manifestation avec un certain nombre de partenaires. J'aimerais aussi les citer, Caisse des dépôts, l'Institut Pasteur, la région Guadeloupe, le conseil départemental. Il y en a tellement que je crois que nous aurons de toutes les manières sur la manifestation l'opportunité de les citer. Madame, un dernier mot. Alors, on vous retrouve dès le 22, c'est ça? Le 23, le samedi 23, 23, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra goûter vos produits ou les acheter ou seulement les voir? Non, pour aller voir, les déguster et les acheter. Une dernière chose, j'aimerais dire que s'agissant de l'appel à candidature que nous avons lancé pour justement participer à ces ateliers Bika Fabrique, il est encore temps de le faire puisque nous avions une date limite qui était le 12, mais parce que nous avons eu effectivement le succès que l'on sait, on nous a demandé de prolonger ce que nous avons fait jusqu'au 19 juin. Donc ils peuvent encore, les porteurs de projets, s'inscrire par le biais du dossier de candidature qu'ils pourront télécharger. .agropa@capexcellence.net. Ils pourront avoir ce dossier et renvoyer ce dossier de candidature sur la même adresse. Ils peuvent encore le faire puisque la date limite, c'est jusqu'au 19 juin. D'accord. C'est dit. Merci, M. Cellini. Merci, Madame. Merci beaucoup. On va vous retrouver à partir du 22, du 23 et jusqu'à samedi prochain. On ne va pas quitter tellement le domaine du bois et manger puisqu'on retrouve Robert Laverdier du KBM. Alors, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est KBM? KBM, Car vous pouvez manger, c'est un mouvement qui existe depuis après 14 ans et qui posait comme base, dès le départ, question à la souveraineté alimentaire. Nous avons bien dit, nous parlons de souveraineté alimentaire, mais basons d'autres modèles de société. Nous sommes des partisans d'émancipation, autrement dit l'expérimentation des attributs de souveraineté.
Alors, là, je crois que demain, là, qu'est-ce que ça veut dire pour le monde qui a coûté au large? Ça veut dire tout simplement que question à savoir si la Guadeloupe est émancipée ou pas, il est pratiquement réglé. Ça qui peut régler après ça, c'est qui gens, ou là, nous caillons ça, oui, ça. Oui. Parce que, à part tout dire, parler d'émancipation, mais l'émancipation, c'est un mot, mais il faut mot là, nous contenu. Et nous, quoi, parce que nous entrons dans l'étape historique de la Guadeloupe, autrement dit, que chaque monde blanchi domino à eux pour dire quel type de société ou quoi, vrai. Et nous avons blanchi à nous prenons d'autres modèles de société parce que nous avons affirmé qu'il n'y a pas un statut qui règle le problème. À part enveloppe là qui règle le problème. C'est courrier là qui a 10 d'enveloppe là. Et je là, l'arrivée pour chaque monde dit quel type de modèle de société ou quoi pour demain. Parce que demain, j'ai là. Alors, justement, je crois parler de Jardin Bocaz. Qu'est-ce qu'il y a dans Jardin Bocaz là? Ah ben, Jardin Bocaz, en réalité, c'est une philosophie à nous, puisque nous avons estimé que nous ne pouvons pas être esclaves des conceptions, des modes de pensée qu'ils ont imposés nous. Alors que nous avons une histoire, nous avons une tradition, nous avons une histoire, nous avons une philosophie. Et c'est pour ça que nous avons dit la philosophie Bocaz, qu'on va y pour savoir, pas seulement des actes manqués. Pas des actes manqués, c'est aux sciences de la vie en société. Et si c'est aux sciences de la vie en société que la famille nous fait la démonstration, il faut nous capables de faire de sciences là, en sciences appliquées, et en sciences appliquées porteuses de projets de société. Et plutôt que nous appuyer, nous, tout ça est inculqué, nous, comme étant universellement valable, qui sont à l'extérieur, et que nous, comme nous, à jour, nous voyons, comme si nous n'étions pas capables d'élaborer en sciences. Alors, capons justement, le science, santé Bocaz. Mais c'est même bien là, c'est-à-dire concrètement, là, c'est qui, genre? Nous ne pouvons pas dire que j'étais tout ça, la science, la médecine classique portée, mais nous, parce que là, nous pouvons faire de tradition, de savoir-faire au niveau scientifique, au niveau médical, au niveau des plantes médicinales, nous devons faire de ça en science pour guérir les gens. C'est-à-dire au modèle de guérison à la science, qui peut d'ailleurs combiner vers les apports, pourquoi pas, à la science classique, mais famille en nous, depuis tantôt, fait-nous la démonstration que nous sommes capables de guérir nous, ça pousser tout près à nous. L'autre question là, c'est l'énergie, puisque je parle de l'énergie Bocaz, c'est que vous dites le 25, mais nous l'étime aussi l'énergie Bocaz. Alors, question à l'énergie, qui genre, en fait, pour bien comprendre ça, nous sommes des partisans en industrie légère. Pourquoi? Parce que pour nous, pas toujours dans les mêmes babes que tous les pays émancipés, tout veillent aussi la terre, partir à des grandes visions, des grandes envolées, et après ça, là, on voit l'occupant, capable d'occupant, capable de responsabilité moins, parti, ou qu'à tout veillent, sans pas réponse technique et technologique, et pratiquement, c'est qu'on l'eau côté en Afrique déjà, dans les fleuves, quoi, l'eau, l'usine qu'a traversé, parce qu'il n'y a pas été appuyé en leur capacité technique qui correspond à l'état réel à pays, à l'état d'avancée technologique réelle à peu près pour répondre à des questions d'organisation de la société. Alors, une question qui est très importante, c'est la question de l'argent là, l'argent Bocaz. Qu'est-ce que c'est ça, l'argent Bocaz? Ben, l'argent Bocaz, nous avons fait 2 types d'expérimentation en ce moment. Et toujours, nous avons payé les sciences à famille à nous. C'est chez tout. Famille à nous, voyez-nous l'école, pour les gens qui vivent ça. Ils maillent nous, ils voyez nous partout, investis tout. Or, nous avons ignoré ça, nous avons nié, des fois nous avons méprisé, et nous avons partir des formes d'organisation bancaire qui portent des désagréments de toute façon. Même en Occident qui a porté des désagréments, alors que la famille nous met en exergue, en forme d'organisation qui chitoie à l'argent, qui baille les résultats. Il y a qu'à répéter moi, qui fait nous mailler, qui fait noyer l'école. Or, nous fait des sciences appliquées. C'est qui nous avons optimisé après ça. Ces questions-là qui posent là. Oui. Ça, c'est une question qui posent. D'où nous, là, il faut nous régler. Et ni pour à l'école là aussi. Pardon? Pour à l'école aussi. Ils ont posé l'école populaire. Ah ben l'école populaire, c'est une question que nous avons expérimenté tout partout en Guadeloupe. C'est-à-dire qui gens pour nous récupérer savoir-faire et savoir-être traditionnel à nous, là encore, et faire des sciences appliquées. C'est-à-dire qui gens pour revisiter la question à la connaissance, qui gens pour transmettre la connaissance, qui gens pour approprier nous la connaissance. C'est tout un chantier qui est ouvert devant nous. Et le dimanche 25, justement, dans une manifestation nous avons fait à Bimao, à Destrela, ça, la solidarité scolaire. Oui. Et thème à manifestation là, c'est on nous préparer pour nous parer. Alors on ne peut pas poser aux questions là quand même. Qui j'ai encore la Cécile dit de la grosse transformation qui a position par rapport à ça. Ah ben, alors, nous pour la visite de respecter les marches des autres, nous pas là pour porter jugement là, simplement nous avons posé autrement.
C'est-à-dire, nous avons posé autrement, non seulement en termes de production, en termes de transformation, mais aussi en termes de commercialisation. C'est ça nous avons l'économie bocage. Et justement, dimanche 25, c'est ça nous avons expliqué. Qu'est-ce que l'économie bocage? Autrement dit, nous sommes en train de mettre en place, qui j'ai commencé par une expérimentation où tout le monde coopérateur. Depuis, nous l'avons produit là, nous l'avons transformé là, nous l'avons commercialisé là, et nous l'avons consommé là. En fait, à part un développement stratifié de haut à bas, mais on développement assez seulement large où tout le monde concerné. C'est-à-dire qui j'ai question fondamentale, qui j'ai produit de l'abondance, qui j'ai produit de la richesse, sans entrer dans des structurations différenciées, mais que tout le monde partenaire, tout le monde qui a produit de l'abondance et qui a participé à la création de la richesse de l'abondance à des niveaux différents, certes, mais à même temps là. Alors chaque fois, on va poser la même question là, on va vous poser les questions à peine aux fruits à peine là. Ah ben il a roulé, là et tout partout, enfin, dans les différentes manifestations, il a invité nous, la prison, il a roulé. Mais alors, ça pour nous bien comprendre, ces questions à dire là aussi, il n'y a pas à voir dire là. Justement. Mais nous pas dit, nous avons fait un supermarché à dire. D'accord. Nous pas dit ça. Nous avons parlé de philosophie bocage, objectif, c'est que chaque Guadeloupéen a capacité à produire dire. Et de point de vue là, ça, nous pouvons considérer nous gagner combat là ça. Je dis là en Guadeloupe, pratiquement tout le Guadeloupéen, enfin, qui a l'intention là, qui a une volonté là, qui a un désir là, il y a produire du riz, il y a manger du riz. Autrement dit, ça va répondre aux conceptions de l'organisation économique qui est différente. C'est-à-dire qui j'en fait que la population nous prend en main le développement économique. Il n'a pas subi le développement économique. Il prend en main, ou alors il était laissé pour des experts le soin de poser problème à concevoir le développement du riz là, développer, nous savons, en tous les pays du monde, Kassabaye conception là, ça joue là, échec à l'humanité, c'est quelque part aussi échec à type de vision là, ça. C'est pour ça que nous parlons de philosophie bocage, famille à nous laisser pour nous en philosophie, les jardins bocage, qui nous sous ça depuis longtemps, depuis même les fameux jardins du samedi pendant la période esclavagiste, hein, et qui fait la démonstration, que famille à nous fait la démonstration. Si surface, nouveau portail, il peut produire piment ail, thé ail, persil ail, autrement dit, il peut répondre à la préoccupation alimentaire ail. Et éviter de partir dans le productivisme, justement, qui est porteur de désagréments qu'on nous commet. Donc, c'est ça, nous, qui est la philosophie bocage et qui lié fortement à ça, nous, qui est Baye Coco pour savon. Baye Coco pour savon, sans couper, Baye Coco pour c'est même là. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est le don, c'est le partage, c'est le don, le contre-don, le partage. Or, de point de vue de nous, hein, c'est étape plus avancée à développement, à la conscience humaine. Gens, on peut bailler, recevoir et bailler. Or, ça, c'est en nous. Nous avons nié, nous avons abandonné, nous avons méprisé des fois pour nous passer dans des conceptions extérieures qui de toute façon vouaient à l'échec. Rendez-vous le 25, c'est bien ça? Oui, le 25, donc ça fait en 2 temps. Donc c'est à la salle à la solidarité scolaire. C'est que des niveaux de matin à 6h soir. Les 2 temps forts le matin, c'est que nous avons décortiqué du riz, puisque nous avons fait du riz, ni machine dans nous avons décortiqué du riz. Nous avons expliqué aussi que nous aussi nous avons produit propre machine dans nous, pour ne pas dépendre de l'extérieur. Là aussi, c'est ça la philosophie bocage. Après, nous avons parlé de l'économie bocage. Nous avons lancé un réseau économique, c'est tout pays en nous, où on a répété moins, tout le monde coopérateur. Depuis que nous avons produit là, nous avons consommé là, tout le monde coopérateur, tout le monde a fait de la question du développement, question à yo, et non pas une question qui est extérieure à yo. Bien. Et l'après-midi, Kenny en particulier, évidemment, là nous montrer savoir-faire en nous, hein, en pays en nous, les maillolets qui est là, Kenny en école agroca AKBM, qui est là, et Kenny aussi en art martial, que nous sommes en train de concevoir pour nous Guadeloupéens, pour ne pas dire que c'est seulement les Asiatiques, malgré le respect à nous, qui sont capables d'élaborer un art martial. Et art martial, là, c'est le Ben Masso, c'est Ben Adé, Mayolet et Sauvivaillant. Il faut nous montrer que c'est possible et que nous devons aussi, nous pouvons n'importe qui monde sur la terre, produit de la pensée, mais produit des actes fondateurs. Merci Robert Laverdiou. Un dernier point sur l'actualité avec Iman News. Et l'agenda peut-être? Oui, on va voir l'agenda pour le week-end, sachant que c'est la fête des pères déjà dimanche, mais déjà aujourd'hui vous pouvez aller sur In the Cube, c'est une soirée organisée au Café Papier en lien avec la réussite entrepreneuriale. Il s'agira de parler d'audace, de résilience, des bons associés et du désir de transmettre comme levier de réussite entrepreneuriale. C'est à partir de 18h. Nous avons les journées européennes de l'art
l'archéologie, donc avec ce soir une soirée archéo-jeu, donc vous pouvez y aller avec vos enfants. Un ciné-découverte, ça sera demain, ça c'est sur Trois-Rivières. Également ce soir, bouger, c'est santé en famille, donc ça c'est sur Basse-Terre. Et rendez-vous pour des activités physiques en famille, roller, jogging, marche, plein d'activités autour du bien-être. Un atelier bouturage pour ceux qui veulent essayer ce week-end, samedi à Sainte-Rose. On a aussi le théâtre des émigrés, donc ça ce sera le 20 juin. Mardi. C'est au Moule. Au Moule, voilà. On voit le visuel, on a le temps de voir le visuel, non? Pas encore. Bon, sinon, dernier retour sur l'actualité, rappelle un petit peu des titres de la journée. Alors, les titres que nous avons traités ensemble, c'est l'affaire Cabana Beach, donc il y aura un verdict à la fin du mois. Aussi le zoom qu'on a pu faire sur la nouvelle marque touristique de Cap Excellence. Nous nous sommes dirigés aussi sur Sainte-Anne avec le festival Gros Cas qui aura lieu en juillet, et nous avons fait le point sur les comptes de la ville de Pointe-à-Pitre avec Jacques Bangou. Voilà pour les titres du jour. On n'a pas le temps de voir le dernier sujet de CC. Oui, on va le voir quand même, la 7e édition de la ferme digitale quand même, nous comprenons aussi fausse. Depuis un certain nombre d'années, on assiste à un regain d'intérêt pour la fleur des Outre-mer et notamment pour l'innovation qu'elle propose dans le domaine de la santé ou celui de l'agroalimentaire. Et bien précisément, ici, dans le 13e arrondissement de Paris, à Ground Control, c'est la 7e édition du LFD qui favorise l'innovation, qui aide les agriculteurs à mieux produire et à produire de façon plus saine. On a rencontré toute une délégation de la Guadeloupe, 2 start-up qui sont suivies et accompagnées par la région en Guadeloupe, et ils nous parlent de ce qu'ils ont produit et qui permet vraiment de nourrir plus sainement la population de la Guadeloupe, mais aussi du reste du monde. C'est d'ailleurs la raison de leur présence. Nous sommes allés les rencontrer pour en savoir plus. Parlez-nous du concept Coco Fiber. On entend coco, on voit fiber, on imagine que c'est de la fibre de coco que vous utilisez? C'est bien ça, c'est bien de la fibre de coco qu'on utilise. Alors Coco Fiber, c'est une histoire d'avant tout. Donc c'est ma grand-mère qui était mamie Coco, justement, qui travaillait au marché de Montréal de Pointe-à-Pitre, et donc du coup qui m'a élevée dans justement la vente de coco, puisqu'elle était vendeuse de noix de coco. Et donc du coup aujourd'hui ma grand-mère malheureusement elle est Alzheimer, et donc du coup c'est un hommage que je lui remets en reproduisant peut-être pas ce qu'elle faisait, mais en améliorant son process. Et en utilisant les déchets en réalité de la production de boissons ou tout ce que l'on peut faire avec la noix de coco. C'est bien ça. Donc du coup nous en Guadeloupe nous avons des vendeurs de noix de coco ainsi que des particuliers qui ont des cocotiers chez eux, et donc du coup c'est une ressource qui est abondante et qu'on rejette en fait. C'est un déchet chez nous, et aujourd'hui notre objectif c'est de sensibiliser la Guadeloupe et les Antilles pour justement leur permettre de voir qu'on a des valeurs locaux et que ces déchets justement on peut les transformer pour pouvoir les faire devenir des produits réutilisables pour l'agriculture. Vous représentez la région Guadeloupe et vous accompagnez également 2 startups guadeloupéennes qui sont également des lauréats de A-Green Startup. Alors quel est le concept qu'on se resitue un peu? Alors la Green Startup a été créée 2 éditions en fait que la région a mis en place depuis 2020 pour accompagner en fait l'innovation agricole autour des systèmes agroécologiques. Et donc sur cette seconde édition, avec le fondateur de la Green Startup, qui est une marque déposée par les chambres des Pays de la Loire au niveau national, nous avons décidé de proposer à une délégation de Guadeloupe de participer à toutes des événements, des salons, des occasions de prestige pour pouvoir faire valoir ce qui se passait sur le territoire national et puis pouvoir comparer à notre échelle locale simplement. Des relations publiques, des stands, exposer un peu ce que les lauréats font de très bien en matière agricole, en matière de transition agroécologique. On voit bien qu'en Guadeloupe, il y a un véritable bouillonnement au niveau de l'agroalimentaire, que ce soit KBM, que ce soit l'agroparc de Cap Excellence. Et je rappelle, on vient de me le dire, que le dernier festin des immigrés, c'est mardi 20 au Moule. Et c'est une pièce de Girard Christon, mise en scène par Eviane Cancel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 13h59. On remet aussi Mad News qu'on va retrouver lundi.
Non, lundi, pas lundi, la semaine prochaine. Oui. On remercie M. Silini et Mme Duncan pour leur précision et aussi Robert Laverdiou, KBM, le petit village à sortir, Sisoponi. La réalisation était assurée aujourd'hui par Yann. La chronique de en toute société tout à l'heure vers 2h30 avec Jacques Davila. Marilène Ferdier est venue avec la chronique ICC News. Théo Dunoyer, comédien, metteur en scène et responsable de l'association Texte en parole. Et puis Diana Duncan et Jean-Luc Silini pour cette manifestation qui aura lieu à partir du 22. Et Robert Laverdiou qui donne rendez-vous samedi prochain aussi, dimanche prochain, à Bémaro. Voilà, tout est dit. On vous remercie de votre attention et puis on se retrouve comme d'habitude dans les ETL News. Il bout de plusieurs de là.